Monsieur le Président du Cameroon Think Tank Network, Son Excellence, Monsieur le Directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, Monsieur le Secrétaire exécutif du CNO, Monsieur le Directeur Général de l'OAPI, Mesdames et Messieurs les membres statutaires du Cameroon Think Tank Network en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps administratif et enseignants en vos qualités, grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs les étudiants et stagiaires diplomatiques et protocolaires de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, chers invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'amphithéâtre 250 de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à l'occasion de la conférence débat portant sur le thème « Rôle et impact des think tanks en Afrique à l'aide des politiques d'émergence ». Le programme de cette conférence débat se déroulera comme suit. Exécution de l'hymne national. Mot de bienvenue de Son Excellence, Monsieur le Directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Intervention de Monsieur le modérateur du panel. Début effectif de la conférence débat. À l'issue de la conférence débat, nous aurons le mot de remerciement du président du Cameroon Think Tank Network, les échanges, la photo de famille dans les jardins de l'Lyrique, les échanges avec la presse et enfin le cocktail. Now, we please everybody to stand up for the execution of the national anthem of Cameroon by the International Youth Choir. Excellences, Mesdames et Messieurs le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le représentant de Monsieur le Ministre, directeur du cabinet civil de la Présidence de la République, Monsieur le secrétaire exécutif du CNO, Monsieur le directeur général adjoint de l'OAPI, Monsieur le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, Monsieur le président de la Cameroon Think Tank Network, Monsieur le directeur adjoint de l'IRIC, chargé des études, honorables membres du Parlement, Monsieur le secrétaire général de l'IRIC, Mesdames et Messieurs les professeurs, membres de la Société savante du Cameroun, Mesdames et Messieurs les enseignants en vos grades respectifs, distingués invités, chers étudiants, stagiaires diplomatiques et protocolaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir
que je prends la parole ici, dans ce magnifique amphithéâtre 250 de l'Institut de Relations Internationales du Cameroun, situé sur la colline d'Obili, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence débat organisée par la Cameroun Think Tank Network sur le thème Rôle et impact des think tanks en Afrique à l'ère des politiques d'émergence. Je voudrais, au nom de toute la communauté iricienne et à mon nom propre, adresser à toutes les personnalités ici présentes une chaleureuse et cordiale bienvenue à l'IRI. Qu'il me soit permis d'exprimer toute mon appréciation à l'endroit des organisateurs de cette conférence débat pour leur intuition innovante sur une thématique dont l'importance n'est plus à démontrer. Réfléchir sur le rôle et l'impact des think tanks en Afrique est un tournant décisif à l'heure où le continent est confronté à de nombreuses épreuves. Sécurité, chômage, santé, gouvernance, urbanisation, industrialisation, migration, environnement, civisme et engagé résolument sur la voie de son émergence. Au plan mémoriel, votre mérite aura été d'avoir initié non seulement la création d'un réseau think tank, la Cameroun Think Tank Network, mais également une réflexion sur la place de cet instrument dans l'amélioration de la qualité de la décision de la gouvernance publique. Lorsqu'on sait que la figure du prophète incompris accompagne très souvent les initiateurs think tank, en témoigne l'expérience de la création de l'Institut français des relations internationales IFRI avec Thierry de Montréal. Je voudrais d'emblée vous remercier pour le choix de l'IRI pour abriter cette conférence débat. En effet, vitrine internationale du système universitaire camerounais, l'Institut qui vous accueille ce jour et qui s'apprête à célébrer son cinquantenaire en avril prochain est un établissement de référence qui a formé l'essentiel de l'élite diplomatique africaine et des spécialistes des métiers de l'international. Notre partenariat était d'office acquis dans l'organisation de cette conférence, car la réflexion et les activités projetées par la Cameroun Think Tank Network s'inscrivent en droite ligne des missions statutaires que les plus hautes autorités de la République ont confiées à l'IRI, à savoir celle d'être un haut lieu de savoir et de savoir-faire dans les métiers de l'international, un pôle régional d'excellence dans la formation diplomatique, un observatoire des relations internationales et un think tank produisant une analyse stratégique et prospective au service de la performance diplomatique du Cameroun et des États africains. Monsieur François Hervé Mouglou, président de la Cameroun Think Tank Network, chers collègues, la conférence de ce jour est le fruit de votre engagement constant à nos côtés dans la recherche des voies et moyens en vue d'améliorer la performance managériale de nos États et, au-delà, témoin de l'attention bienveillante que vous n'avez cessé de manifester à l'endroit de l'Institut, votre Institut. Je tiens également à saluer la présence remarquée du corps diplomatique et à le remercier pour sa sollicitude constante dans l'accompagnement de l'IRI. Ces plénipotentiaires sont le trait d'union entre leurs pays respectifs et le Cameroun. Chaque fois que ces derniers viennent sur ce campus, ils renforcent la conviction et le choix
de carrière de nos jeunes apprenants. Ils sont non seulement des modèles, mais aussi des indicateurs d'une vision rédemptrice de la coopération internationale. Je profite également de cette tribune pour adresser ma gratitude au professeur Charles Inambikoy, secrétaire exécutif du CERLETOLA, et à M. Denis Boussou, directeur général de l'OAPI, pour leur engagement dans la réussite de cette conférence. Excellences, Mesdames et Messieurs, le choix de nous retrouver dans un cadre académique comme l'IRIC n'est pas fortuit. Les échéances nationales, régionales et internationales au plan politique, diplomatique, économique, financier, sportif, culturel, actuel et à venir requièrent toute notre vigilance et sollicitent nos compétences. Il revient donc au think tank camerounais d'assumer pleinement leur mission de veille stratégique, laboratoire d'analyse et de forum citoyen. Il nous faut opérer une mutation de paradigme en empruntant la voie où domine la pensée stratégique et prospective. Avec la Cameroun Think Tank Network, l'on voit naître un réel réseau qui est appelé à s'élargir pour englober l'ensemble des organismes de recherche stratégique publics et privés et la nécessité de leur pleine intégration au processus décisionnel politico-administratif. This conference debate brings together eminent experts from the academic and professional fields whose supreme mission is to enlighten each of us in the chosen line of thought on the importance of think tanks in the construction of a developed, harmonious, more united and peaceful African society. Distinguished speakers, I express the hope that the discussions and conclusions of this scientific meeting will be of great use to our country and above all contribute to the reflection of the search for ways and means to build the path for the emergence of Cameroon in 2035, set by His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon. Ladies and gentlemen, I cannot end my speech without wishing everyone a pleasant conference debate. Long live the cooperation between IRIC and CCTN. Long live the University of Yaoundé too. Long live Cameroon and the illustrious leader, His Excellency Paul Biya, President of the Republic. Thank you for your kind attention. Intermède musical avec la chorale de lyrique, le cœur des internationalistes. Place à présent à Monsieur le secrétaire exécutif du CERLETOLA, modérateur de la présente conférence débat, professeur Charles Inambikoy, pour son intervention. Merci. Monsieur le directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues panélistes,
le temps de la parole viendra tout à l'heure. Et le modérateur que je me suis constitué avec beaucoup de joie pour accompagner cet événement à la demande fort généreuse de l'organisateur principal, qui est M. François Hervé Mourou, président du Conseil camerounais, du réseau camerounais de think tank, Cameroun Think Tank Network. Le modérateur se donne un premier plaisir, c'est celui de partager avec vous, très brièvement, le profil des personnalités qui vont prendre la parole pour animer cette rencontre. Et d'abord le professeur Yves-Paul Manteli, qui voudra bien lever la main, pour que tout le monde le voit et le reconnaisse désormais autour de ce panel. Il est agrégé de sciences politiques, secrétaire permanent du CREPS, rédacteur en chef de la revue camerounaise de sciences politiques. Merci d'applaudir pour... De l'autre côté, je vous présente le professeur Mathias Eric Onangili. Il est professeur titulaire de sciences politiques, vice-recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde de l'entreprise à l'université de Yaoundé 1. Mathias Eric Onangili est également directeur du Centre d'études et de recherche sur les dynamiques administratives et politiques de l'Université de Yaoundé 2. Il est coordonnateur scientifique de la Fondation Paul Angoïla de géopolitique en Afrique centrale. Il est rédacteur en chef de la revue de cette fondation, revue Enjeu, bulletin d'analyse géopolitique en Afrique centrale. Enfin, il est directeur de session de séminaire à l'école de guerre, à l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé. À la droite de Mathias Eric Onangili, je vous présente le professeur Armand de Kaïsomba. Il est sociologue, un redoutable sociologue. Je préfère d'ailleurs plus souvent l'appeler dans le métier anthropologue domestique, parce que ce n'est pas un sociologue des réseaux, c'est un véritable anthropologue. Il est chef du département de sociologie de l'Université de Yaoundé 1, directeur exécutif du CEREC, du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. N'en voulez pas aux organisateurs de n'avoir pas veillé à cet aspect des choses qui est à l'ordre du jour et des requêtes internationales comme nationales. Une seule dame siège dans ce panel. Mais rassurez-vous, à elle seule, je crois qu'elle tiendra la radio à toutes ces éminences masculines. Et du reste, vous savez qu'il n'y a jamais de masculin que si le féminin est assuré. Et donc, madame le professeur Viviane Ondoa-Bugolé est maître de conférence à l'Université de Yaoundé 2, enseignante-chercheur sur les questions de gouvernance. Ce n'est pas tout. C'est un écrivain prolixe dont je crois d'ailleurs avoir découvert hier en fin d'après-midi qu'elle est citée parmi les 10 meilleures femmes camerounaises
de littérature en 2020. Madame le professeur Viviane Ngwa-Biwole est ancienne directeur général de l'Institut supérieur, directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public, ancien inspecteur général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Elle est consultante internationale et, last but not least, secrétaire général du Cameroun Think Tank Network. À l'autre bout de la table, sur ma gauche et juste à la droite du professeur Mandjem, le professeur Wilbrod Nzengwa. Il est Senior Peace and Conflict Analyst, Independent Consultant on Disarmament, Mobilization and Reintegration. Il est professeur à l'Université de Yaoundé 1 et il intervient également comme professeur au Heritage Higher Institute for Peace and Development Studies. Le seul à ne pas porter veste et cravate sur notre table, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus dans les amphithéâtres et sur les campus. Partout où l'intellect a pu être sollicité à bon droit, l'on a rencontré le professeur Ambroise Kom. Il est professeur de littératures africaines, africaines-américaines et caribéennes. Vous pourrez prendre tout le temps de la conférence. Alors j'irai à l'essentiel. Il a enseigné dans de nombreuses universités, au Cameroun, en Allemagne, au Maroc, au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Il est auteur de plusieurs ouvrages critiques, de collectifs sur la littérature africaine, la francophonie et un des meilleurs animateurs de la pensée africaine. Je voudrais d'ailleurs, en vous demandant de lui faire une ovation, vous demander également de prêter toute votre attention au propos inaugural de cette conférence dont le professeur Ambroise Kom a été choisi pour en être l'orateur, présentateur. Il va nous parler d'une réflexion sur le rôle de l'intellectuel. Donc l'intitulé exact est Fabien Eboussé-Boulaga, l'intellectuel et la liberté de penser. Professeur Ambroise Kom, vous avez la parole pour la leçon inaugurale. Merci de m'avoir invité pour cette conférence et merci au public. Quand il m'a été demandé de parler de l'intellectuel, il m'a semblé que le personnage plus représentatif de l'intellectuel dans notre pays et même sur notre continent, c'était Fabien Eboussy-Boulaga. Donc je vais simplement me contenter de faire le portrait intellectuel de Fabien Eboussy-Boulaga et chacun comprendra pourquoi et ce qu'a pu être l'icône intellectuelle Fabien Eboussy-Boulaga dans notre pays. Donc, mon intervention s'intitule Fabien Eboussy-Boulaga, l'intellectuel et la liberté de penser.
Fabien Ekusi-Boulaga fut presque exclusivement un travailleur intellectuel. Mais le caractériser de cette manière n'est pas une distinction suffisante, puisque notre environnement abrite d'innombrables personnes dont la profession comporte d'importantes activités de l'esprit et qui ne sont pour autant que de faux semblants, des pseudo-intellectuels. La singularité de Fabien Ekusi-Boulaga procède de ce qui était un être inquiet, d'une inquiétude émanant d'une ascèse qui ne pouvait que nous interpeller dès qu'on entrait en communication avec lui, personnellement, ou avec ses écrits. L'un des textes phares qui inaugura le lancement de la séminale revue Terroir s'intitule à juste titre « L'honneur de penser ». L'auteur y suggère précisément que les nombreux maux qui nous assaillent en Afrique postcoloniale s'expliquent aussi par le fait que les élites et les guides qui nous ont conduits à la famine, à l'exode, à l'hécatombe et à l'abjection de la misère et de l'assistance internationale se caractérisent par l'absence de pensée. Et tout se passe comme si, en Afrique en effet, on s'était radicalement, je le cite, affranchi de la peine et du risque de penser. À moins de considérer le mimétisme de la pensée ou le ressassement des leçons apprises comme une option relevant de la pensée, ce qui ne serait évidemment qu'un leurre. Réflexion faite, il me semble que le meilleur angle d'approche de l'itinéraire de Fabien Ekusi-Boulaga comme penseur est de le resituer dans la condition qui est l'essence même de la plupart d'entre nous, intellectuels du tiers-monde, celle de la subalternité, de l'être périphérique, voire marginal. Ce faisant, je pourrais alors proposer un portrait de l'homme en partant de la question programmatique et ô combien opportune de Gayatri Spivak. Can the subaltern speak? Si déjà en tant que sujet, le subalterne ne peut pas parler, comment peut-on donc l'imaginer pensant? C'est-à-dire prenant des initiatives, construisant des projets ou inventant des concepts, comme le fit Ekusi tout le long de sa vie, ou de sa carrière si l'on préfère. Comme le rappelait fort à propos le philosophe du Mundu, dans un entretien qu'il m'a accordé, il naquit dans le catholicisme, avec un père catéchiste. Pour lui donc, le christianisme, avec ses règles, ses croyances, ses pratiques, ses mythologies, s'apparente à un univers clos, dogmatique même, pourrait-on dire, mais étonnamment formateur. Il précise, et je le cite, « J'y ai grandi, m'y suis développé et transformé. » Fin de citation. Et comme il choisit de s'engager dans les ordres, d'aller chez les jésuites, de devenir jésuite, on peut présumer qu'il sera, pour ainsi dire, soumis aux injonctions de l'ordre religieux. Mais il nous rappelle qu'il est de multiples manières, et pas seulement dogmatiques et ritualistes, d'être partie d'un phénomène social et historique, d'y être impliqué. Le christianisme, poursuit-il, se dit et se vit de plusieurs façons. C'est ainsi, paradoxalement, qu'il y a un athéisme indéniablement d'origine et de culture chrétienne, et perçu du point de vue de Sirius d'une autre civilisation comme une variante du christianisme incompréhensible hors
hors de cette matrice. Pareille réflexion explique sans doute comment Fabien Eboussi Boulaga a pu faire une bonne partie de sa carrière comme jésuite, tout en mettant en question un certain missionnariat. Ainsi qu'on peut le comprendre dans la démission, c'est un article phare qu'il publia dans sa vie, la démission des traits d'union mission. Article qui fit pas mal de vagues en son temps. Fabien Eboussi Boulaga, sans remettre en question la transmission de l'évangile du salut en Afrique, s'interroge sur la manière de procéder et qui consiste à exporter en Afrique ce qui a fait et fait encore faillite en Occident. Si la mission, d'après Eboussi, donc d'après Eboussi Boulaga n'est qu'un des éléments constitutifs de la sagesse et de la puissance de l'Europe, si la mission se donne essentiellement pour rôle d'enseigner la religion du dominateur, religion dominante, qu'elle l'accompagne, qu'elle la suive ou lui soit concomitante, la mission est colonisation. En clair, si la mission s'apparente de quelque manière à la colonisation, il faudrait démissionner. Démissionner dans le double sens de démissionner et de sortir de la mission. Il faudrait donc démissionner. En clair, si la mission s'apparente de quelque manière à la colonisation, il faudrait démissionner. Mongo Betty avait le pauvre Chris de Bomba, qui mettait en relief les mésaventures du révérend Père supérieur Drummond. Secrétaire égaux d'Albert Schweitzer avait déjà annoncé les couleurs et montrant la complicité entre le missionnaire et l'administrateur des colonies. Contrairement à Mongo Betty, qui n'est qu'un laïc parmi tant d'autres, Fabien Eboussi Boulaga porte de l'intérieur un jugement on ne peut plus sévère sur l'institution qui le nourrit au propre et au figuré, puisqu'il était jésuite. Pareille prise de parole d'un subalterne est tellement inattendue, insolite, inédite en somme. Au mieux, le subalterne n'est qu'une ombre, l'ombre de l'autre. Au pire, le subalterne est un perroquet qui doit répéter mécaniquement, sans jamais réfléchir ni créer. Car oser prendre librement la parole peut être considéré soit comme une rébellion, soit comme un acte quasi suicidaire. Au fond, la trajectoire de Fabien Eboussi Boulaga autorise à reformuler l'interrogation de Spivak en les termes suivants. Is the subaltern heard? Car en réalité, et au regard de son énorme production intellectuelle, s'il est clair qu'en tant que subalterne, Eboussi Boulaga parlait, on peut se demander s'il était seulement entendu, pour ne pas dire écouté. Fabien Eboussi n'avait pas les allures d'un homme révolté. C'est pourtant sur les traces d'un Caliban, personnage phare d'une tempête de Césaire, qu'il va prendre ses distances par rapport à la compagnie de Jésus et embrasser le mode de vie laïque. Et il le fera sans mettre en péril son éthique et sa liberté de penser, sans se compromettre en somme. L'enjeu sera de réussir dans une Afrique postcoloniale, prise en otage par les turiféraires de l'ordre colonial, à donner au monde des conditions de vie épanouissantes et, pourquoi pas, à la mesure de ses rêves. Car il a rompu avec les jésuites par honnêteté. Il est hors de question qu'en changeant de statut, il change subitement d'éthique de vie. C'est donc en résistant conscient et lucide qu'il fait le saut dans la vie laïque. En effet,
Ayant auparavant étudié au Cameroun et enseigné pendant de nombreuses années au prestigieux collège Liberman de Douala, nombre de ses camarades de classe, autant que d'anciens élèves, occupaient des fonctions tout aussi prestigieuses dans tous les secteurs d'activité au Cameroun, y compris dans les cercles intimes du pouvoir. Il aurait donc pu, naturellement, se faire intégrer dans le système en place, ce qui aurait été, à ses yeux, une erreur, car, suggère-t-il, je le cite, des gens de mon entourage ne comprennent pas que l'intégration dans les sphères du pouvoir est une cooptation qui n'a rien à voir avec le mérite, ni encore moins une lointaine et fortuite adolescence commune. On consulte des parrains, on vous observe, on met des gens à vos trousses pour épier et établir que vous êtes acceptable, et faites l'affaire. Aussi important, sinon davantage, le poids de la preuve vous incombe. Il faut montrer que vous-même êtes intéressé à jouer tel rôle et à en donner toutes les assurances extérieures par la fréquentation de caciques et la mise de soi sous leur tutelle et leur dépendance, l'assiduité à tous les rituels d'allégeance et de soumission, la disponibilité à rendre des services. Fin de citation. Quitter la compagnie de jésuites pour accepter de se faire coopter de la sorte eût été tomber de Karim dans ce style-là. Aussi choisira-t-il de se maintenir dans le domaine de l'enseignement, non seulement par sacerdoce, comme initialement, mais aussi parce qu'il croit, à l'instar de Dadou, un énigmatique personnage de Soni Naboutansi dans L'Antépeuple, Dadou qui croit qu'en post-colonie, l'enseignement était la seule branche de l'arbre administratif où le moche était moins moche, l'absurde moins absurde et l'intellectuel moins con. Tout comme Dadou, malheureusement, Eboussi Boulaga se rendra compte que la manière dont fonctionne notre université n'est pas moins un piège à fond. Certes, à l'époque, au début des années 1980, où il intègre l'université de Yaoundé, l'enseignant était reconnu dans son magistère. Et on était loin d'imaginer le genre d'apostrophe qu'essuieront plus tard des enseignants comme Isidore Lumba au début des années 90, ou plus récemment à Bobala de l'université de Boya. Sans doute, le fer était-il déjà dans le fruit. Paradoxalement, c'est au lendemain de la chute du mur de Berlin et de l'annonce de l'ouverture démocratique que l'espace d'expression semble se redresser sur le campus. Tout se passe comme si une certaine panique s'empare de l'administration de l'institution dont les responsables se donnent pour mission d'identifier les mal-pensants, réels ou imaginaires. En tout cas, sans doute du fait de la grève d'étudiants et de la syndicalisation des enseignants, il règne sur le campus, à l'époque, une atmosphère de suspicion peu connue auparavant. Militant de premier plan du syndicat des enseignants du supérieur, SINES, qui à l'époque était un espace de protection des libertés académiques et demeurait réfractaire aux conditions de cooptation telles qu'énoncées plus haut, Fabien Eboussi Boulaga ne tarda pas à se faire éjecter de l'université. Au moment où, pour des raisons inavouables, l'on décide de reverser tous les enseignants dans la fonction publique, on trouve qu'il ne remplit pas les conditions pour faire partie du contingent. Évidemment, il ne formula aucune réclamation, lui qui s'était inscrit en marge de tout système et avait résolument intégré le détachement dans son mode de vie. Comme on le voit, Fabien Eboussi Boulaga a réfléchi longuement sur l'évangélisation et l'enjeu de Dieu en Afrique. Dans le même ordre d'idées, on pourrait disserter interminablement sur l'université et l'enjeu de l'enseignement supérieur au Cameroun et en Afrique. On peut se poser la question, à quoi sert l'université chez nous? De quels moyens disposons-nous pour la faire fonctionner? En quoi se produit, qu'il s'agisse de ces hommes et femmes, ou de son savoir,
sont-ils en adéquation avec un programme de construction nationale endogène? Mais c'est là une autre histoire dans laquelle nous ne devons pas entrer. Après avoir quitté l'université de Yaoundé, sans demander son reste, Fabien Eboussi crée et enregistre Academia Africana, qui coiffera les activités de la revue et des éditions Terroir et abritera également un cabinet de consultance. Hormis la publication, certes occasionnelle, de la revue Terroir, de quelques ouvrages, son activité de consultance donnera lieu à l'élaboration et à la publication, entre autres, de la démocratie de transit au Cameroun, publié en 1997, l'État du Cameroun, publié en 2008, de plusieurs études dont certaines sont publiées dans Ligne de résistance, publié en 1999, ainsi que de nombreuses interventions dans des universités et des institutions internationales en Amérique, en Europe et en Afrique. En tout cas, Fabien Eboussi Boulaga aura prouvé qu'il était possible de mener, de survivre au Cameroun en exerçant exclusivement une activité intellectuelle et en échappant au ventriloquisme. Le mot est de lui. Il pensait que les Camerounais étaient devenus intellectuellement stériles parce qu'ils étaient aveuglés par la quête d'un salaire. Et il écrit à ce propos, je le cite: le principe génératif et unificateur de nos jongleries intellectuelles, c'est le ventre. C'est la peur de ne plus manger, de manger peu ou mal. Je tiens pour une catastrophe sans nom que pendant 2 ou 3 générations, tous ceux qui ont fait des études supérieures et secondaires aient été larvinisés, rendus serviles, tenus en laisse au moyen d'un salaire. Fin de citation. En définitive, il se dégage clairement des écrits de Fabien Eboussi Boulaga un portrait assez précis de ce que devrait être un intellectuel et de ce qu'il ne doit pas être. Chez nous, en Afrique, l'intellectuel est un concept plutôt exotique qui désigne, je le cite, celui qui jouit d'une rente à perpétuité pour avoir consacré de longues années aux études, c'est-à-dire à lire et à écrire. La transformation de la nature, la maîtrise du temps et de l'environnement, la production des objets symboliques qui expriment et effectuent cette prise en charge, cette modification du donné ne sont pas impliqués dans son concept. Constamment, nous confondons diplômés et intellectuels. L'auteur poursuit, je le cite: l'intellectuel africain veut s'intégrer dans les réseaux administratifs, entrer dans les circuits où se stockent et se redistribuent les biens rares, les honneurs et les plaisirs. Pour Eboussi, en revanche, l'intellectuel authentique est nécessairement un marginal inconscient, un marginal conscient, qui accepte de faire partie de cette catégorie de personnes qui ont résisté aux séductions de l'intégration, ont refusé de se renier, de se truquer. Ils sont restés sur la brèche entre le passé et l'avenir, entre 2 mondes. Fin de citation. En tout cas, le portrait que l'auteur nous donne de l'intellectuel authentique est d'une telle ascèse qu'il paraît nécessairement hors de portée des diplômés de nos contrées et même d'ailleurs. Et pourtant, si le subalterne veut parler et espérer véritablement avoir voix au chapitre, il aurait tout intérêt à sortir du très confortable mimétisme dans lequel il est enfermé depuis des lustres. L'enjeu est de taille, tant il est vrai que nombre de chercheurs africains se distinguent et même se font un nom en mimant ou en recourant à diverses techniques de pastiche de leur père et de leur maître d'Occident. Dans cet ordre d'idées, il n'est peut-être pas inutile de revenir rapidement pour conclure sur la querelle entre Eboussi Boulaga et Jean-Godefroy Bidima, son compatriote, au sujet de l'opus majeur d'Eboussi, la crise du Muntu.
Authenticité africaine et philosophie, publié en 1977 à Présence africaine. Quiconque a lu la crise du Muntu se souviendra que l'essai de près de 250 pages ne comporte ni notes ni bibliographie. Sans doute, légitimement intrigué par cette insoumission d'un Eboussi en rupture avec la servilité et le mimétique, Bidima s'attelle à démontrer que sous le masque de l'authenticité et de l'originalité, Eboussi n'est en réalité qu'un plagiaire. Il y aurait certainement plusieurs manières d'apprécier la prise de position de Bidima. On peut imaginer qu'il reproche à Eboussi de défier le lecteur en le laissant deviner ses sources. Mais l'on peut aussi penser qu'il trouve Eboussi prétentieux de nous faire croire qu'il peut être un philosophe africain original, alors que tout a été dit. Évidemment, l'originalité n'a jamais voulu dire qu'on est vierge de toute influence extérieure. Cela signifie simplement que l'on a fini par assimiler le savoir venu d'ailleurs, ce qui nous a permis de nous repenser et de nous repositionner dans le monde. Et c'est sans doute à ce niveau qu'il y a quiproquo, qu'il y a un profond malentendu. L'un est dépendant et ne fonctionne que sur les béquilles du savoir venu d'ailleurs, alors que l'autre s'est autonomisé en s'assimilant, ou plutôt en intégrant le savoir acquis dans sa manière d'être. Dans la réponse adressée à Bidima, Eboussi souligne que l'accusation de plagiat est d'autant plus superfétatoire qu'à aucun moment Bidima, pour donner de la substance à l'accusation de plagiat ou de copie, ne satisfait à la déontologie qui demande d'opposer face à face des phrases, des alinéas, des pages, des chapitres, voire des livres à deux individus, de montrer les homomorphismes prouvant que l'un des côtés chronologiquement postérieurs est la transcription, la réplique, la copie de l'autre, son antérieur et origine à l'exclusion de tout effet de hasard. En définitive, l'accusation de plagiat dont Eboussi est victime de la part de son compatriote Bidima est simplement symptomatique du degré d'aliénation d'une certaine intelligentsia africaine face au savoir acquis. On peut aussi imaginer que Bidima éprouve un besoin atavique de surmonter son invisibilité et s'attaquer donc à un fort parti pour essayer d'éradiquer son espèce de vacuité. On pourrait même se risquer à penser qu'il répond, ce faisant, à une attente quasi subliminale de cette phalange de critiques tapies dans les milieux universitaires d'Occident qui dénie à l'Africain toute inventivité et qui, déjà dans les années 1950, avait mis en doute l'originalité des thèses de Cheikh Anta Diop sur l'antériorité des civilisations nègres. De ce point de vue, Bidima, comme de nombreux autres intellectuels du continent, ignorent que le formatage dont ils ont été l'objet les délégitime, les transforme en objets exotiques. Car désormais apprivoisés, ils ne sont plus que des faire-valoir, des mimiques mêmes, entre les mains de l'autre, dont ils ne sont plus qu'un bienveillant reflet. Ainsi peut s'expliquer la solitude ou cette autre forme d'invisibilité dont Eboussi et ses semblables ont pu être victimes tout le long de leur carrière ou même de leur passage sur Terre. Ne s'étant pour ainsi dire jamais situés dans l'horizon d'attente de l'autre et ne pouvant parler au nom des leurs, faute de reconnaissance au sens fanonien du terme, il est obligé de camper dans une espèce d'injonction contradictoire. Heureusement, Fabien Eboussi Boulaga était fort conscient de son statut, tant il savait qu'il s'agissait là du prix à payer pour sa liberté d'être et sa liberté
de penser. Je vous remercie. Merci, professeur Ambroise Comme. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais peut-on accomplir sans démolir? Même si on ne va pas jusqu'à abolir. C'est la question en fait inscrite dans le parcours. Tout le questionnement fait qui est celui de Fabien Hérossy-Boulaga. Je voudrais maintenant, en ma qualité de modérateur, peut-être prendre la liberté de me mettre aussi debout pour interpeller un panéliste nommé Charles Binam-Bicol. Excellences, mesdames et messieurs, ma joie est totale d'avoir à prendre la parole après ce brillant exposé inaugural pour vous proposer une sorte de leçon de réception. Comme cela est de coutume dans ces milieux et dans ces occasions, ces circonstances tout à fait singulières et exceptionnelles. C'est donc, je disais avec joie, que je prends part à la mise à l'eau du Cameroun Think Tank Network, CTTN, un réseau d'entrepreneurs des idées dont je ne doute pas qu'il saura apporter une contribution décisive au bel avenir que tous nous souhaitons pour le Cameroun et l'Afrique. Une anecdote m'a traversé l'esprit au moment de rédiger ces quelques lignes. Je me suis souvenu que nombre de jeunes hommes et femmes de notre pays et d'autres pays d'Afrique que j'ai eu l'occasion de traverser, nombre de jeunes hommes et femmes à qui la génération qui est la mienne lèguera l'Afrique, se sont enfermés dans une étonnante cuirasse de fer, dont le slogan récuse tout ce qui n'est pas, selon eux, concret. Nous l'avions déjà dans la leçon inaugurale. Ils en ont marre, disent-ils, des idées, entre guillemets. Ils ne veulent plus de discours, entre guillemets. On a, disent-ils, insistent-ils, on a trop réfléchi, on a trop parlé. Maintenant, il faut passer à l'action. Mieux, il faut passer à l'acte. Il nous faut du concret. Pourtant, nous tous ici présents sommes engagés à investir plus, encore, toujours et mieux que jamais, dans le savoir, la connaissance et l'économie du savoir, pour bâtir le socle d'une meilleure direction des sociétés. C'est parce que nous savons de manière absolument certaine que la pensée, la réflexion et le besoin permanent de les renouveler et de les appliquer aux acquis anciens et nouveaux sont à la base de ces choses concrètes auxquelles aspire légitimement la jeunesse qui s'impatiente, rêvant d'accéder à une vie qui garantisse la satisfaction des biens et de leurs besoins élémentaires, se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer et, encore un aujourd'hui, s'amuser. Cette impatience est particulièrement compréhensible au regard de la précarité ou de la vulnérabilité, parfois de l'indigence, aussi bien des institutions que de la pensée qui est censée permettre d'y remédier. C'est, me semble-t-il, le cadre général dans lequel nous ont convoqués ici pour réfléchir sous l'intitulé proposé les membres du bureau du Cameroun Think Tank Network, la place et les rôles que devraient assumer au Cameroun les think tanks.
Avant de contextualiser les enjeux des think tanks pour le Cameroun et l'Afrique, il convient peut-être de revenir sur quelques faits et chiffres de ce phénomène qui est devenu global. Le premier fait notable est que le Cameroun Think Tank Network prend corps et se trouve être lancé au moment où les think tanks en tant que phénomène sont devenus centenaires. C'est en effet à la fin des années 1910 et au tout début des années 1920 que le phénomène a émergé aux USA, avec notamment la création de la Hoover Institution en 1919. Puis a suivi la création en 1920 de la Brookings Institution, le premier think tank installé dans la capitale américaine qui s'est imposé depuis des décennies comme le plus prestigieux du monde, ainsi que le National Bureau of Economic Research, le fameux NBER, dont sont sortis au moins 2 prix Nobel connus, Simon Kuznets, prix Nobel d'économie en 1971 sur ses travaux portant sur la comptabilité nationale, et Milton Friedman, prix Nobel en 1976 à partir de ses travaux sur la demande de monnaie. Depuis lors, bien, les transformations ont eu lieu. La plus importante, c'est que les think tanks sont devenus un phénomène mondial. Aujourd'hui, on dénombre 8248 think tanks dans le monde. La dernière livraison, elle date de 2020, du Global Go-to-Think Tank Index Report, publié annuellement depuis 1989 par l'Université de Pennsylvanie, qui nous donne ce chiffre, les répartit ainsi. 1971 think tanks aux États-Unis, dont plus d'un quart dans la seule capitale de Washington. 2219 en Europe, 1829 en Asie, 612 en Afrique subsaharienne, dont 22 au Cameroun. En y regardant de près, l'on note que le développement des think tanks suit ou accompagne celui des puissances. L'émergence originelle du phénomène moderne des think tanks est concomitante à celle des États-Unis comme première puissance mondiale au lendemain de la Première Guerre mondiale. Plus tard, elle est étroitement associée à la montée en puissance des grands pays comme l'ex-Union soviétique, la Chine, etc. Surtout à partir du magistère de Brezhnev en ce qui concerne l'URSS, l'Union soviétique, elle a développé des think tanks majeurs, parmi lesquels le célèbre Institut de l'économie mondiale et des relations internationales, l'IMEMO, l'Institut des États-Unis et du Canada, tout un institut, l'Institut des États-Unis et du Canada, et bien d'autres, qui sont spécialisés par grandes régions du monde. Dans le modèle soviétique, ces centres de recherche contrôlés par l'État étaient chargés de missions à la fois complémentaires et contradictoires entre eux, dans le souci d'assurer la rigueur et l'objectivité des analyses, ainsi que les regroupements et une concurrence saine de compétences par-delà l'idéologie, la même à défendre. Même la Chine de Mao, pourtant réputée fermée sur l'extérieur, avait mis en place ses propres think tanks, qui connaîtront une montée en puissance avec la politique d'ouverture de Deng Xiaoping. Le plus emblématique d'entre eux, c'est le réseau des China Institutes for Contemporary International Relations, un ensemble indépendant d'institutions spécialisées chacune dans un aspect des relations internationales. Cet ensemble, cette plateforme d'institutions chinoises, a fêté et célébré son 40e anniversaire en septembre 2020. Avec des rôles analogues à ceux de leurs anciens homologues soviétiques, les think tanks chinois sont appelés à tenir une place importante dans l'effort en cours de la Chine pour élaborer une politique étrangère d'envergure mondiale. Pour ce qui est de l'Afrique, le phénomène monte actuellement en puissance aussi. De 2010 à 2019, 40 think tanks de 20 pays africains, surtout anglophones,
ont bénéficié de la Think Tank Initiative, à travers laquelle le CRDI du Canada, la Fondation Bill et Melinda Gates, le ministère britannique du Développement international, la Fondation, la Direction générale de la coopération internationale des Pays-Bas, la Fondation William et Flora Hewlett, l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, ont investi 200 millions de dollars pour renforcer la capacité des think tanks à produire des données probantes et des analyses rigoureuses en vue de proposer et surveiller les politiques et programmes de développement et d'action publique en Afrique. À l'arrivée, le CODESRIA, qui, comme vous le savez, est le conseil des sciences sociales, de recherche en sciences sociales, ONG, basé à Dakar, s'est imposé depuis 2017 dans le classement susmentionné comme le premier, c'est-à-dire le plus puissant et plus influent think tank africain, pratiquement entièrement financé par des fonds extérieurs à l'Afrique. Sur les 94 think tanks dignes d'intérêt en Afrique subsaharienne, 16 seulement, soit 17%, étaient francophones dans le rapport que j'évoque. Répartis ainsi qu'il suit: Sénégal 4, Côte d'Ivoire 3, Burkina Faso 3, Mali 2, Madagascar 1, Togo 1, Congo 1 et Cameroun 1. La place et le rôle des think tanks dans ce contexte sont donc relativement déterminés par le défi d'un effort particulier pour l'Afrique francophone qui est à la traîne, mais pour l'Afrique en général, et plus spécifiquement pour le réseau camerounais qui va devoir se transformer et transformer un pays où le savoir et ses acteurs sont assez souvent, quelquefois de plus en plus, banalisés, voire Fabien Neboussé boulangaïsé, c'est-à-dire ridiculisé. Il reste que les faits et chiffres historiques et contemporains suggèrent un lien entre la puissance des think tanks et la puissance tout court des pays qui en ont. Circonscrire très rigoureusement ce lien dans le contexte des projections généralisées de développement, d'industrialisation et d'émergence des pays africains est donc une des tâches qui incombe au CTTN. Cet effort est nodal pour l'avenir des think tanks camerounais et celui de leur réseau. C'est lui qui permettra d'un même mouvement de relever les défis fondateurs de la systématisation du recours du pays aux think tanks et du développement corrélatif de ceux-ci. Le défi de compétence, le défi de la place dans le dispositif de la grande stratégie nationale qui elle-même reste à définir, le défi des rôles à y jouer, le défi de l'accès aux décideurs et de la collaboration conséquente avec les pôles de réflexion institutionnelle, le défi de la performance, de la reconnaissance et du suivi dans les programmes spécifiques, le défi de la veille, le défi de soutenabilité qui n'est pas des moindres, et il y en a d'autres. Sur la base des leçons qu'on peut en tirer, il y a lieu d'induire une interdépendance de la place et du rôle des think tanks. Si l'on suit la typologie de référence élaborée par Carl Weiss, qui est reprise par l'Observatoire français des think tanks et bien d'autres, les think tanks généralistes liés aux partis politiques, mais s'efforçant de garder leur objectivité, ont moins de chances de prospérer pour le moment. Le positionnement le plus prometteur serait donc dans 4 types de think tanks. 1. Des laboratoires d'idées fonctionnant comme des universités sans étudiants. 2. Des advocacy tanks qui se spécialisent dans le plaidoyer sur les questions d'intérêt général. 3. Des groupes de réflexion qui réalisent des études commandées par des institutions publiques ou privées. Et 4. Des think tanks institutionnels, souvent liés à l'État. Il semble bien que la plupart des organisations du CTTN s'inscrivent dans ces 4 grands types. En outre, pour garantir le succès et la pertinence dans une société fragmentée, il est d'autant plus impératif
de développer du capital humain et des capacités de recherche dont les tentations ou le caractère partisan soient maîtrisés, voire neutralisés, et consolider ainsi la mise en réseau pour mutualiser les capacités, relayer les accès qui, en cas de compétences avérées, conféreront l'influence souhaitée qui permettent d'aboutir au rôle optimal dans le corps social, cet appareil institutionnel et le déploiement du pays dans les grands enjeux internationaux. L'orientation, me semble-t-il, à ce niveau, devrait être de s'aligner le moins possible sur la perspective défensive de la plupart des organisations de la société civile, comme les syndicats, les associations professionnelles, les organisations dites de défense des droits, dont le rôle et les fonctions sont de préserver et de défendre contre des abus ou des violations. La perspective ou l'orientation générale sera donc davantage positive et affirmative. Positive et affirmative. D'un point de vue philosophique, on pourrait dire que les think tanks ont pour rôle, au moins potentiel, d'aider nos États à assumer ce que Fabien Ebousi-Boulaga appelait fort opportunément le devenir de l'affirmation. Dès lors, l'intelligence de situation commande une subtilité particulière dans la position vis-à-vis du politique que l'on cherche à influencer. La société camerounaise étant particulièrement risquée de ce point de vue, c'est une véritable injonction d'intelligence stratégique des situations qui est faite aux citoyens et à ses membres pour qu'ils puissent se faire et tenir une place honorable et jouer des rôles importants auxquels ils peuvent légitimement revendiquer être promus. Je voudrais terminer en suggérant la nécessité de regarder, de se projeter au-delà des rôles et des fonctions techniques bien connues des think tanks, mais bien sûr sans préjudice du souci des moyens à développer en permanence ou s'en acquitter. Il serait judicieux de considérer d'un point de vue maximaliste le rôle géostratégique des think tanks africains et d'un point de vue structurant leur rôle sociétal. Du point de vue géostratégique et même géoéconomique, le moment ne pourrait nullement être plus propice à la montée en puissance des think tanks camerounais et africains. En effet, depuis une décennie, la plupart des pays africains se sont lancés le défi de la transformation structurelle et de l'industrialisation. Ils saisissent ces programmes dans le cadre de politiques dites d'émergence. Les think tanks sont parmi les organisations les plus susceptibles d'aider à trouver les meilleures formules pour surfer dans le contexte global de transition de puissance entre hégémons déclinants et hégémons montants qui exige un positionnement dynamique permanent pour s'insérer avantageusement dans les rivalités et atteindre leurs propres objectifs. D'une part, la plupart des pays ont des performances largement en deçà de leurs objectifs stratégiques. Ils ont donc besoin d'études complémentaires des think tanks pour compenser le gap. Par ailleurs, ils planifient leur émergence en coopération avec des partenaires qui n'ont pas objectivement intérêt à ce qu'ils émergent, ce qui induit une guerre profonde dans laquelle les think tanks peuvent suppléer les institutions étatiques pour faire baisser les pressions sur les États. En tout état de cause, en l'état actuel des choses en tout cas, les gouvernements estiment qu'ils peuvent difficilement, au risque de se mettre à dos les bailleurs de fonds, assumer explicitement les projections maximales de puissance, pourtant implicitement inscrites dans leur plan d'émergence. Les think tanks doivent donc, ici aussi, assumer une partie de ce rôle de déflecteur des pressions au service de la projection de la puissance nationale, de la puissance africaine. Cependant, pour ce faire, des restructurations capitales sont à opérer en termes de stratégie de consolidation interne, d'où le rôle sociétal des think tanks et surtout de leur mise en réseau. Le réseautage permet d'abord de mutualiser les capacités pour produire les travaux les plus aboutis, pertinents et crédibles, ce qui pourrait avoir des effets d'entraînement sur
les universités et autres pôles de recherche et de recherche-développement. La mise en réseau permet également de relayer les accès, ce qui accroît les possibilités d'influence et de succès des réseaux et de leurs membres. Plus important encore, cet ensemble est hautement susceptible de contribuer à mitiger puis lever une des plus grandes hypothèques structurelles au développement de l'Afrique, la crise de confiance et d'intérêt commun. En se déployant un soutien critique aux institutions et gouvernements, les think tanks vont contribuer à civiliser, entre guillemets, les relations sociopolitiques au-delà des clôtures segmentaires. Ils pourront alors mieux réussir dans la réorientation des priorités et la réallocation des ressources, la structuration des opinions favorables aux expressions plurielles, générales et spécifiques de l'intérêt général. En fin de compte, mesdames et messieurs, la place et le rôle des think tanks doivent viser, d'une part, à éclairer ce que l'Afrique affirme, et d'autre part, à accompagner et soutenir la manière dont l'Afrique, le Cameroun, ont, elle, comme lui, le besoin de s'affirmer dans le monde. Cela revient à lutter pour permettre à nos pays, aux sociétés africaines, comme on l'a dit, d'assumer pleinement le devenir de l'affirmation. Je vous remercie de votre attention.